Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Dorothée. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Littner. Vous êtes la directrice générale de Bioforce, qui est une fabuleuse organisation internationale lyonnaise, née à Lyon, on va en parler. On est accueillis aujourd'hui dans le somptueux dôme de l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon. Voilà, et pour ce Café des Lyonnes. Et Dorothée, j'avais vraiment envie de vous inviter pour qu'on parle de votre parcours. Vous avez un profil très atypique, vous avez fait plein de choses différentes dans votre vie, on va le voir. Vous êtes passé d'un secteur à un autre, donc je pense que ça va vraiment intéresser nos Lyonnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais Dorothée, première question, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Je crois l'être, oui, Alexandra. Ouais. En tout cas, c'est ainsi que je construis ma vie, c'est-à-dire à déterminer des choix et des actes, et après de m'y tenir. Voilà, c'est ma première forme d'engagement, c'est déjà par rapport à des volontés, de les mener en cohérence entre l'acte et la parole, et puis aussi avec des valeurs, et ensuite de les tenir et de tracer ma route en suivant cette ligne de conduite. Et concrètement, il se traduit comment cet engagement dans votre vie quotidienne, dans votre travail? Oui, alors ça va être c'est un engagement professionnel, bien sûr, avec la volonté vraiment de voilà, toutes les missions que j'ai pu accomplir, Ouais. et mener, de vraiment être à 200%. Voilà, bien sûr, de ne rien lâcher, de pas partir battu, et puis mais aussi, quand je dis que c'est aussi de mettre des limites. Quand s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'irai pas. D'accord. Donc vraiment, j'ai toujours eu des gros projets parfois que j'ai pu mener ou qu'on m'a proposé, de les questionner, à dire si ça quelque part ils ne sont pas cohérents entre le message qu'ils portent et la manière de le faire, alors j'irai pas. J'ai vraiment besoin que quelque part le fond et la forme soient très alignés. Donc c'est vraiment. C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas une façon de renoncer? Parce que souvent on dit que les femmes, elles hésitent beaucoup plus que les hommes, notamment sur des opportunités professionnelles, et finalement, souvent elles renoncent parce qu'elles ont ou la crainte de pas être à la hauteur, ou pas légitimes dans une fonction. Oui, c'est tout à fait possible. C'est pas pour autant que l'engagement n'y est pas. D'accord. Et c'est là où peut-être dans la confiance qu'on peut avoir, on n'a pas voilà. Les formes d'engagement, je pense, sont multiples. Et l'important, c'est tout de savoir celle qui vous porte, parce que c'est celle-là qui vous emmènera loin. D'accord. Donc, si on regarde toujours en comparaison par rapport à d'autres, je crois qu'on se met vite des freins. Il faut plutôt avoir assez vite conscience de ce qui pour nous est important, ce qui pour nous est fondamentalement moteur, et d'avancer avec ça, compter sur ses forces plutôt que sur tout ce qu'on n'est pas. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête je le disais en introduction, d'une grande organisation internationale qui est née à Lyon, Bioforce. Bioforce s'occupe des métiers de l'humanitaire. Alors évidemment, c'est un secteur où les gens sont extrêmement, presque excessivement engagés. C'est quand même un secteur très particulier, celui de l'humanitaire. Oui, tout à fait. C'est un secteur qui se questionne toujours beaucoup sur son propre engagement, Ouais. et qui est, à bien des égards, très souvent, on peut considérer que ce n'est pas un métier. D'ailleurs, il n'y a pas de branche professionnelle, hein, Ouais. parce que est-ce un métier de soulager, est-ce un métier d'aider, quand beaucoup de bénévoles le font en dehors de leur carrière professionnelle. Mais finalement, pour ceux qui vont vraiment faire ce choix d'être structurés dans des organisations qui ne font que ça, alors ça devient à la fois un métier et un engagement, et avec toutes les difficultés, les risques pour soi et pour les autres que ça comprend. Il y a beaucoup de femmes qui s'engagent dans les métiers de l'humanitaire aujourd'hui? Oui, c'est pas sur tous les types de métiers. Les métiers techniques de l'humanitaire restent, c'est vrai, encore assez masculins. Les fonctions de direction aussi, je pense, pourraient être plus féminines. Il y a encore beaucoup de marge de progrès. Mais oui, il y en a quand même beaucoup, et on le voit dans les promotions à l'école. Il y a aussi un beau pourcentage de femmes. Notre enjeu à nous, c'est justement de s'assurer que cet engagement et ce professionnalisme qu'on voit chez les humanitaires ici en Europe et qui partent sur les terrains, on le retrouve aussi dans les pays en développement où on recrute de plus en plus. Et là, c'est souvent une question qui se pose de l'accès pour les femmes à des carrières professionnelles, à de la formation pour devenir un professionnel. Quand
pour beaucoup, avoir un métier décent, c'est encore un gros enjeu dans pas mal de pays d'Afrique. Donc, on essaie d'avoir une politique un peu volontariste dans le domaine pour permettre cet accès-là par des dispositifs de bourse, notamment, un peu fléchés. Vous le savez, dans cette émission, nous, on s'intéresse à la place des femmes dans le débat public, donc dans la cité, dans la société. Vous, de votre regard à vous, de dirigeante de cet organisme, vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans ce débat public aujourd'hui ? Je ne pense pas. Non, ça, c'est effectivement... et je me l'appliquerai moi-même. À la fois je pense par crainte, quelque part encore un manque d'habitude. Faut quand même, notre droit de vote, il date il n'y a pas si longtemps. Enfin, donc 45, ça fait même pas un siècle. Hein. Donc, quand on a été totalement exclu du débat, c'est quand même pas très étonnant qu'on mette autant de temps à se sentir légitime, à avoir envie même d'y aller, à s'y intéresser et oser avoir des opinions. C'est presque ça. Parce que avoir des opinions, c'est ce qui est confronté, c'est débattre de manière musclée. Là, on est généralement pas câblé pareil. Et on n'a pas la même confiance, je pense, que la jante masculine dans le domaine. Vous croyez que c'est une question de confiance en soi ? C'est ça la clé, le moteur ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Certainement. Certainement aussi une sensibilité justement à ce débat, à cette confrontation. Ça devient vite. On parle souvent d'ailleurs des politiques ou de la sphère politique comme une arène. Oui. Oui, il y avait pas de gladiatrices, enfin les gladiateurs, mais donc dans les arènes, ce sont des hommes qu'on a toujours vus. Donc ce débat-là, cette confrontation-là, je crois pas qu'on y soit très bien préparé. Et que, alors certaines femmes, bien sûr, ils le font. Il y a plein de femmes en politique et il y a plein de femmes engagées. Mais je crois qu'il y en a beaucoup, et j'en fais partie, qui ne sont pas forcément très à l'aise. Oui, parce que on parle souvent de la sphère politique, mais finalement, l'engagement dans le débat public, il se cantonne pas à la sphère politique. Et au contraire, il faudrait que ça prenne d'autres formes. Exactement. Ça. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment... ça peut prendre effectivement par finalement le rayonnement, les types de fonctions qu'on va avoir. Quand on dirige une entreprise ou une organisation, on va essayer d'agir sur une sphère publique et un débat public parce qu'on va essayer de porter des questions. Bien sûr. Essayer d'apporter des solutions, des innovations. Donc, ça va y contribuer. Toujours le sujet, c'est à quel point on va assumer de prendre cette place. Voilà. Et que, oui, en fait, on est bien en train d'y contribuer. C'est pas le fait d'un petit hasard parce qu'on a eu de la chance ou parce que, voilà. C'est le moment d'aller prendre cette place. Et ça, je pense que là, on a encore de la marge. Ouais. Mais alors, elle manque de quoi pour réussir, les femmes ? Je réfléchissais à cette question. Pas évidente, parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque, parce qu'on a des trucs qu'on n'a pas, et encore une fois, on a des défauts qu'il faudra aller combler. Alors, plutôt essayer de contribuer, encore une fois, bâtir sur nos forces, plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Il y a peut-être un trait qui me revient assez souvent, parce que j'ai l'impression que ça me concerne aussi, donc je juge toujours par rapport. Enfin voilà, on regarde un peu le monde par rapport à ses propres failles. L'esprit d'aventure. L'esprit d'aventure. C'est vraiment cette espèce d'audace, et puis de ne se poser pas trop de questions. Ouais, c'est ça. Moins réfléchir. Voilà. Et là, il y a encore... oui, exactement. Prise de risque, et voilà. Mais de le dire peut-être un peu autrement, être un peu aventureux. Okay. On va y investir, on va aller occuper le terrain, on va y aller. Puis on verra. Ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions d'abord. On va vérifier, on va doublement vérifier. Et puis finalement, peut-être pas trop y aller. Voilà. Alors vous, par contre, vous y êtes allé parce que vous avez eu un parcours où vous avez fait preuve d'audace. Vous avez changé de secteur d'activité à plusieurs reprises. On va en parler, mais avant de parler de votre parcours, moi, je voudrais savoir ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite fille. Qu'est-ce qui vous faisait rêver ? En fait, il y avait deux choses. Assez vite, je voulais être maîtresse d'école, enseignante, enfin, voilà, ce qui m'a toujours après avec un peu mon fil rouge finalement dans ma carrière, d'un côté. Et puis, je m'étais rendu compte que, en même temps,
ça va être très naïf, hein, mais voilà, j'avais envie de diriger. D'accord. Voilà. Petite fille, vous étiez... Voilà. Vous aviez... Ok. Donc, je voyais bien qu'il y avait un léger paradoxe entre le fait d'enseigner et le fait de diriger, sans savoir du tout quoi ni rien. Mais je me disais, ça doit être bien, effectivement. C'est toujours plus confortable quand on décide plutôt que... C'est clair. Voilà. Et donc, et en fait, ça a un peu tracé le parcours de carrière, parce que j'ai vraiment suivi, toujours eu cette envie d'enseigner et de transmettre. Et à chaque type d'école que j'ai pu fréquenter, et puis ensuite de classe préparatoire, d'université, à chaque fois, j'avais envie de contribuer dedans. Voilà. Donc, typiquement en enseignant, j'ai fait des études de littérature. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme études, alors, du coup? Des études de littérature, donc les classes préparatoires, et puis ensuite, j'ai passé les concours pour devenir enseignante. Donc, c'est quand vous avez fait classe, vous avez fait Cannes, absolument. Et puis Hippocagne, et puis ensuite à l'université pour le master, le DEA, et puis passer les concours de l'agrégation. Oui, carrément. Et puis ensuite un doctorat de littérature. D'accord. Donc, vous avez fait tout ça où? Alors à Paris. À Paris, ok. Et puis j'ai enseigné à Oxford, au Royaume-Uni. Ah oui. Voilà. Excellent, d'accord. Alors comment on arrive à enseigner à Oxford? Ça c'est... Racontez-nous quand même. Oxford est un... Ah oui, c'est amusant surtout. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Si un jour, parce que si vous voulez jouer à Harry Potter, eh bien vraiment, allez faire quelques années à Oxford. Et en fait, Oxford a le deuxième plus gros département de littérature française de France. C'est-à-dire, il y a toute l'île de France, Paris, toutes les universités parisiennes, gros centre de recherche. Et Oxford a d'énormes centres de recherche en littérature française. D'accord. C'est un environnement très francophile, et il y a absolument toutes les collections. Mais moi, je travaille sur des siècles anciens. Mon grand domaine de cœur, c'est la Renaissance et le siècle de Louis XIV. D'accord. Tout ce qu'il faut là-bas. Ouais. Tout. Et ils n'ont jamais eu les moindres destructions d'archives. Il n'y a pas eu de voilà. Et donc, ils ont un fond incroyable. Voilà. Donc, vous faites votre DEA à la Sorbonne, et ensuite, vous faites quoi? Ma thèse. D'accord. Voilà. Entre-temps, j'avais passé les concours, et puis ensuite le doctorat, donc. Et pendant le doctorat, eh bien, il y avait des possibilités d'échange avec Oxford. D'accord. Je commence à y aller. Puis après, puisqu'un chercheur, il cherche certes tous ces domaines, puis il cherche aussi un peu de sous pour mener ses recherches. Donc, j'avais passé des candidatures pour des bourses de recherche, et ce qui m'a permis de finir ma thèse là-bas en enseignant. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, vous êtes enseignante à Oxford. Oui. Et après, vous faites quoi? Et alors là, gros virage. Je suis partie chez Engie. Ok. Voilà. Mais il y a quand même un fil rouge à tout ça. Mais je suis partie chez Engie. Immédiatement après, j'ai commencé pour première expérience, parce que petite mission à l'université interne du groupe Engie. Donc, mais pourquoi vous avez envie de partir d'Oxford à ce moment-là? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que autant j'adore la littérature et je continue d'aimer ça. Par contre, l'ultra spécialisation, ça me convient pas trop. D'accord. Et je l'avais déjà vu. Mes meilleures années, c'était les années où c'était pluridisciplinaire, en classe préparatoire, même pendant les concours d'agrégation. On foisonne de disciplines, et ça, je trouve ça extrêmement stimulant. Et j'avais aussi l'envie d'un moment de découvrir d'autres métiers, d'autres environnements professionnels, pour pouvoir mieux, en retournant enseigner, sur 40 ans de carrière, si je retourne enseigner, au moins de pouvoir mieux accompagner les étudiants de littérature, surtout tous ceux qui ne feraient pas finalement d'enseignement. D'accord. J'avais constaté dans mes années d'enseignement, il y a beaucoup qui arrivent, qui n'auront en fait pas de job en tant qu'enseignant derrière, ils n'auront pas de niveau, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, et donc finalement ils sont pas forcément très bien orientés. Et les universités n'ont pas forcément non plus tous les dispositifs. Les étudiants sont assez jeunes et pas encore très matures. Et je me suis dit, mais si en fait j'ai aucune idée des autres métiers et d'autres environnements professionnels, alors comment est-ce que je vais les accompagner, pour les réinsérer? D'accord. Voilà. Et puis aussi pour découvrir moi, découvrir d'autres. Donc l'entreprise, c'était un secteur que je vais faire. Travailler en entreprise, j'avais vraiment envie de le découvrir. Ok. Je trouvais ça, c'est essayer de réunir un peu le monde de la littérature, de l'enseignement et le monde de l'entreprise. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des ponts à faire. Et alors, expliquez-nous, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que les grandes entreprises françaises, ou d'ailleurs étrangères, mais en fait, certaines ont leur propre centre de formation interne, c'est ça? Oui.
alors, presque même les ONG maintenant, c'est très souvent leur centre de formation c'est vrai. Donc les grands groupes et même d'ailleurs beaucoup d'entreprises moyennes ont une certaine taille. D'accord. Quand ils ont en fait tous les plans de formation à gérer et puis aussi qu'ils essaient d'avoir un tissu de valeurs communes qu'il faut travailler, aligner, intégrer les différentes personnes, surtout sur des strates managériales, eh bien ils très souvent disposent donc ce qu'ils ont appelé depuis maintenant à peu près 20-30 ans, des universités d'entreprise. D'accord. Donc alors ça peut prendre des formes très différentes, mais ça peut être extrêmement structuré, pyramidal, gérer toutes les filières techniques, Ouais. formation technique, ça peut gérer tous les parcours en ligne, parce que maintenant il y a beaucoup de plateformes d'apprentissage en ligne, il y a à disposition pour les collaborateurs, donc il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition, des parcours ad hoc qui sont créés, personnalisés, adaptés à la culture propre de l'entreprise, sa culture managériale, sa culture technique, et vraiment c'est donc un lieu de rassemblement et d'intégration très souvent. Ils peuvent même avoir leur campus en propre. D'accord. Voilà. Donc vous, là, vous partez chez Engie pendant une petite dizaine d'années, c'est ça? Exactement. Pour piloter ce centre de formation? Alors j'ai démarré tout petit, Ouais. et puis au fur et à mesure, et bien à la fin, je dirigeais toute la pédagogie, et puis piloter l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a l'université, et puis après il y a tout le réseau des acteurs de formation dans un groupe comme Engie. Donc sur une trentaine de pays différents, et coordonner aussi beaucoup les actions pour qu'à la fin on essaie d'avoir une politique learning, une politique de formation groupe. Donc c'était ça qu'on était en train de structurer jusqu'à ce que je quitte pour aller chez Bioforce. Mais donc ça a été effectivement 10 années extrêmement riches pour découvrir avec, je dirais, une vue hélicoptère, tous les métiers, l'organisation, la stratégie, le mouvement d'une énorme entreprise. Puisqu'on voit comment les grandes transformations bouleversent et font avancer, freinent aussi parfois les évolutions, et puis comment tous les métiers se coordonnent et se structurent. Et pour que ça remonte en centrale et que ça fasse avancer le groupe. Et donc là, on avait vraiment cette vision-là. Et on essaie de Qu'est-ce qui vous fait avancer pendant ces 10 années en termes d'évolution? Vous disiez, vous avez commencé petit, puis après vous avez progressé. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont aidé, accompagné dans votre carrière? C'est vous qui avez été moteur? Comment ça s'est passé? Plutôt... Enfin, on va dire, il y a vraiment eu les deux. Hommes et femmes. Sur le coup, spontanément, j'avais tendance à dire... Je garde en mémoire surtout certains hommes qui ont vraiment... plutôt m'ont donné confiance. Oui, parce que justement, pas trop à oser, venant en plus, n'étant pas du tout du milieu ingénieur, n'étant pas du tout j'ai envie de dire, les profils typiques d'Engie, s'entend pas forcément très, très, très légitime, très à l'aise. Donc, cette confiance, il faut vraiment que, dans ce cas-là, vous la nourrisse. Mais ça s'est vraiment fait, à vrai dire, avec un ensemble de personnes qui, au fur et à mesure... Mais ça veut dire que des projets de plus en plus gros. Vous aussi, vous avez eu ce sentiment de ne pas forcément être légitime à accéder à une fonction supérieure ou à avancer Oui, oui. C'est paradoxal parce que finalement, vous êtes issu du milieu d'un milieu universitaire, vous avez fait des études extrêmement pointues. Mais bien sûr, mais ce ne sont pas les études typiques de l'entreprise. Et puis, je ni école de commerce, ni ingénieur. Et puis, c'était ma première expérience en entreprise, véritablement. Et les milieux universitaires et milieux d'entreprise sont quand même radicalement différents. C'est ça. Mais pour le coup, c'était là où j'ai trouvé l'entreprise extrêmement accueillante, où je craignais ce manque, cette illégitimité, ou en tout cas cette relative distance. Et pas du tout, en fait. Beaucoup plus de curiosité, et puis... une bienveillance, en fait. Déroule, avance, et puis Oui, c'est pragmatique. C'est pragmatique. Et donc, en fait, au fur et à mesure des projets, ça s'est fait au fur et à mesure. Alors, comment vous arrivez à Bioforce? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on passe de Engie à Bioforce? Et donc ça, c'est le deuxième grand virage, j'ai envie de dire, de vie. Et puis une nouvelle tranche de vie que j'ai démarrée, puisque c'est passé de la fonction publique au privé, puis vraiment la grande entreprise, jusqu'à l'ONG, et toute petite. Plusieurs choses. Après 10 années quand même, ou presque 11 sur place, c'est sûr que j'avais quand même une bonne
j'avais pas fait le tour parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais quand même. Un bon panorama. Voilà. Et puis envie de bouger. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que pendant mes années NG, je suis partie au Liban en expatriation pour suivre mon conjoint en 2019 et 2020. Et ça a été quand même vraiment une expérience de vie assez marquante parce que ça ouvre les yeux sur des réalités. Moi, je suis pas, justement pas trop baroudeur, l'esprit d'aventure, peut-être pas trop. Et donc là, j'avais découvert vraiment des réalités, en plus en plein Covid, un pays qui s'effondre complètement. Et ça ouvre quand même sacrément les yeux sur un monde. On est au carrefour de deux mondes en fait. Et là, il y a quand même des trucs qui vont vraiment pas. Et puis des terrains sur lesquels beaucoup de grandes entreprises ne sont pas positionnées. Il n'y a pas d'entreprise tellement qui investissent au Liban. Enfin, donc, se dire, mais en fait, il y a des parties du monde comme ça qui ne sont pas du tout explorées, et que moi, je n'ai pas du tout exploré, et que c'est quand même assez marquant. Et puis, en fait, après, c'est l'opportunité. C'est-à-dire je n'avais pas Bioforce en tête. Je ne connaissais pas l'école. Et puis, ça m'a été proposé. Voilà, une candidature et je trouvais assez... Donc, ça veut dire que vous avez été chassé. On vous a... Ok, d'accord. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que là, pour le coup, ça me permettait vraiment... un petit peu comme mon premier virage, et bon, maintenant j'y vais. C'est pas le tout de prêcher, puisque en premier cas, ça avait été, je disais aux littéraires, mais allez découvrir plein d'autres métiers, vous verrez. Et puis, voilà, en tout cas, vous avez des forces que vous pouvez promouvoir, vous avez des compétences qui sont utiles pour plein d'autres métiers. Et là, donc je vais y aller. Là, je vais arrêter je vais aller en entreprise et puis je vais voir ce que je suis capable de faire moi-même. Et là, c'est un peu pareil. Oui, voilà, on donnait des leçons à plein de managers, des leçons de stratégie, des leçons de je sais pas, marketing et tout ça. Et il faut l'appliquer. Si on pilote soi-même, ça donne quoi? Et donc avoir l'occasion aussi de piloter donc véritablement une petite entité, il y a aussi des temps de décision qui sont plus du tout les mêmes. On peut aller beaucoup plus vite. Et puis, on a des marges de manœuvre et de créativité de ce point de vue-là qui sont plus fortes. Alors, évidemment, beaucoup moins de moyens. Expliquez-nous ce que c'est que Bioforce, parce que tout le monde ne connaît pas la particularité et voilà, en quoi ça consiste. Vous êtes combien Oui. Alors, nous sommes 74. On est aujourd'hui 2 centres de formation. C'est la formation plutôt professionnelle qui vise vraiment à accompagner des salariés travaillant dans les ONG internationales ou locales, mais aussi des gens qui veulent s'insérer dans le secteur de l'aide humanitaire et de l'urgence sociale. Et donc on forme ici à Vénissieux, on a le centre historique qui a été fondé en 1983, donc Bioforce a 40 ans. Donc il y a le centre à Vénissieux, sur la Rateau des Maillettes. Peut-être. C'est Charles Mérieux. Ah, Charles Mérieux qui l'avait fondé. Voilà, exactement. Avec une volonté politique à l'époque très forte, vraiment. Et puis depuis en 2017 a été inauguré un 2e centre à Dakar, au Sénégal, pour permettre là aussi de favoriser l'accès à la formation, puisque le public venu d'Afrique est de plus en plus nombreux, puisque les gens, encore une fois, sont recrutés de plus en plus localement. Mais d'aller jusqu'en France, d'avoir les visas, de pouvoir se payer les formations, de pouvoir aussi et puis tous les frais de vie, c'est très compliqué. Donc voilà, et ça a été inauguré en 2017. Et puis donc depuis, on a ces 2 centres de formation et on fait bien sûr beaucoup de projets dans les terrains au Liban, en ce moment au Niger, et puis demain encore Afrique australe, Mozambique, etc. Alors, on le disait en préparant l'émission, il y a 2 marqueurs importants sur Bioforce. D'une part, c'est un acteur un peu historique lyonnais qui s'inscrit dans la tradition humaniste de la ville, vraiment de se tourner vers l'international, de se tourner vers les autres. Et puis, il y a ce shift qui est en train de s'opérer au sein des métiers de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'avant, on était très tourné, effectivement, on formait du personnel humanitaire qui partait s'expatrier et aller travailler sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a un peu un repositionnement de ces métiers où on recrute plutôt du personnel local. Oui. Et en revanche, en France, on se tourne plutôt vers l'aide sociale ou l'aide d'urgence. C'est un peu ça. Exactement. Et il y aura toujours une main-d'œuvre, j'ai envie de dire, occidentale, parce que des gens qui s'engagent et qui viennent vraiment faire très souvent un virage de vie, et on en aura toujours besoin parce que ce sont des personnes qui feront le lien entre ce qu'ils voient sur les terrains et auprès des financeurs, des bailleurs publics, des fondations, pour leur dire voilà ce qui se passe et il faut absolument ne pas laisser ces crises en l'état, parce que sinon le risque c'est que la manœuvre locale, et bien quelque part on tourne les yeux, voilà, et on ne le voit plus. Donc ça on le gardera toujours, mais c'est sûr que de plus en plus
et c'est quelque part c'est un bon signe, la main-d'œuvre recrutée localement parce qu'il y a la capacité, le niveau d'éducation dans beaucoup de pays s'améliore lentement mais doucement, et puis aussi parce que il y a de plus en plus, les États sont plus souverains, donc l'ingérence et l'interventionnisme, le sans-frontiérisme de ce point de vue-là aussi se questionne. On parle beaucoup dans le secteur humanitaire de cette décolonisation de l'aide humanitaire. Donc ça, ce sont des évolutions effectivement très 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 sensibles. Et donc effectivement, essayer de faire le lien, de développer de plus en plus ce que j'appelle moi l'humanitaire de proximité. D'accord. Ici, comme dans beaucoup de pays, les crises qu'il y a ont très souvent, dans un monde globalisé, ont une racine, une cause, où sont des incidences d'une crise internationale. Le sujet migratoire est évident. Et ça crée des questions d'urgence extrêmement locales, et donc d'urgence sociale qu'il faut traiter. Donc c'est vraiment cette aide extrêmement locale, adaptée à un contexte et menée par des personnes locales, mais qui vont comprendre et qui vont bien faire attention à l'environnement international généralement dont est issue la crise, sauf dans le cas de catastrophes naturelles. Et encore, même là, avec la crise climatique, dans la question du changement climatique, eh bien, même ça, finalement, c'est une question mondiale. Et donc, vraiment essayer d'avoir cette approche d'humanitaire de proximité, c'est vraiment des évolutions. Ça veut dire que concrètement, pour les Lyonnes qui nous regardent, si aujourd'hui il y a un intérêt à aller s'engager dans les métiers de l'humanitaire, est-ce qu'il y a encore des débouchés? Et à quoi vous formez du coup aujourd'hui? Bien sûr. Oui, tout à fait. Et on va avoir différents types de profils. Alors, à quoi est-ce qu'on forme? Bioforce, traditionnellement, c'est une école très, très justement qui a une forme d'opérationnalité. On n'est pas sur de l'académique, du master humanitaire, comme on peut en trouver, et qui est très bien. Nous, vraiment, il y a l'idée on met les mains dans le cambouis, on se prépare. On va simuler des terrains de terrains humanitaires, avec que ce soit sur une crise, une inondation ou un conflit, et puis les missions humanitaires qui doivent travailler là-dedans. Donc, on va former sur toutes les fonctions support. On ne forme pas de médecins, on n'a pas de spécificité médicale, par exemple, qui se très souvent, il y a des métiers classiques de l'humanitaire. Nous, ça va vraiment toutes les fonctions support qui font que la mission peut tenir. Un des grands postes de l'humanitaire, c'est la logistique. Et Bioforce, c'est parti de là. Acheminer l'aide. D'accord. Le matériel, etc. Et sur place, le stocker, le gérer, etc. Il faut extrêmement bien tenir tout le matériel à jour. Il faudra en rendre compte. Donc, un deuxième grand poste, c'est la RH et la finance, parce que derrière, tout doit être, et donc l'administration, tout doit être extrêmement tracé, parce que chaque don qui est fait, il va falloir en rendre compte. Donc, il y a vraiment tous ces postes de fonction support spécifiques appliqués à ce secteur auquel on forme. Et puis, toute la coordination de projets, les gens qui vont vraiment piloter les équipes, la mission. Donc ça, c'est un troisième grand métier. Un dernier auquel on forme aussi, c'est celui qu'on appelle l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Parce que c'est un des premiers besoins essentiels, c'est de remettre de l'eau propre en route en cas de catastrophe ou de crise, parce que sinon derrière vous avez des épidémies, les gens, sans eau on ne peut pas vivre, donc il faut absolument remettre ça en route. Donc il y a des métiers spécialisés là-dedans. Aujourd'hui, quand on se tourne vers l'urgence sociale, évidemment, donc en termes de débouchés, oui, vous en aurez toujours dans ces types d'environnement, parce qu'ils ont toujours besoin de bras, et donc on en cherche, et surtout des gens avec une certaine qualification. Les profils qu'on voit de plus en plus, c'est aussi on ne prend pas beaucoup de jeunes, nous, de très jeunes, des gens qui sortent juste avec le bac, parce qu'on sait que il faudra plutôt qu'ils fassent des missions de volontariat d'abord. Nous, on va plutôt chercher des gens un peu plus qualifiés. On voit beaucoup de parcours de personnes autour de 35 ans, 40 ans, qui font un virage, qui vers cette reconversion, et pour le coup, qui ont déjà de la bouteille, qui ont de l'expérience professionnelle, et ça fait de très bons profils sur les terrains. Donc, pour résumer, c'est un secteur qui est ouvert aux femmes. Il y a encore des opportunités. En revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vraiment ce sont des métiers. Et effectivement, derrière, souvent, les engagements bénévoles, ou en tous les cas, la générosité de certaines, des Français, qui sont souvent, on le sait, qui donnent beaucoup aux organisations internationales. En fait, on s'improvise pas logisticien humanitaire. C'est ça qu'il faut quand même retenir. En fait, il y a toujours beaucoup aider, ça s'apprend. C'est ça notre devise à Bioforce. Ça se structure, et c'est ce que Bioforce a essayé de faire pendant 40 ans et va continuer de faire.
c'est professionnaliser. Donc faire en sorte que oui, il y a partir avec le cœur. Des fois en fait l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, ça suffit pas. Et ça suffit pas. Et on peut se mettre en danger. Hein, oui, voilà, tout à fait. Exactement. Ou mettre en danger les personnes, ou ne pas répondre à leurs besoins parce qu'on a plaqué des mécanismes, des schémas de pensée en pensant que c'était la bonne façon de faire. Et donc ça, c'est vraiment des vigilances sur lesquelles les différentes associations sont extrêmement amenées à se questionner et puis à vraiment... On peut venir vous voir à Bioforce, on peut venir vous questionner sur ces filières, sur ces métiers. Bien sûr, oui, bien sûr. On mettra le site internet en référence. Dorothée, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour que les femmes soient plus engagées, plus investies dans le domaine du débat public? Globalement, j'ai une conviction, alors pour le coup très académique, mais je trouve que ce serait valable pour les hommes et pour les femmes, parce que je crois que ce débat public, il doit se faire avec les deux. Et ce que je trouve qu'on a un manque de... J'adorerais qu'il y ait la possibilité d'avoir des espèces d'années de césure ou d'études pour des adultes, pour des citoyens, à de la formation citoyenne. Les notions de droit, d'économie, de sociologie, etc., sont des disciplines qui ne sont pas enseignées à l'école. De fait, on ne peut pas bourrer les programmes pour des enfants, ni des étudiants, ni des lycéens. Elles sont déjà pleins. Par contre, en tant que citoyens et citoyennes, ce sont des matières qui devraient être maîtrisées. Et moi, je rêve que dans nos parcours professionnels, au parcours de vie, il y ait des temps dans lesquels, institutionnels, on puisse vraiment être formés à ça et qu'on puisse les étudier. Parce qu'à partir de là, si ces choses, plus on sera bien éduqué à ça, en tant qu'adulte, alors tout le monde osera, et les femmes particulièrement, parce qu'une femme, quand elle sait, elle y va. Il faut qu'elle ait la confiance, et pour ça, je trouve que les études, il n'y a rien de mieux que pour cet apprentissage-là. Donc, c'est votre proposition qu'on retiendra pour le livre blanc. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée, d'avoir pris ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.